Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous recevoir dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très spécial, Willy Braillard. Willy, je l'ai rencontré il y a quelques années dans le cadre des Stars Rally Télévis en Belgique. J'ai également découvert à travers multiples conversations son côté entrepreneurial. Il est également un ancien pilote. Il a tellement de facettes que j'ai hâte de découvrir ces facettes avec vous. Willy, bienvenue dans ces conversations. Eh bien, je suis ravi que vous m'ayez invité, ma chère Stella. Oh, j'ai hâte de découvrir les prochaines minutes, Willy. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire sur Willy, déjà en guise de première introduction comme ça? Est-ce qu'il y a des facettes que j'ai oubliées? Non, je crois que vous avez bien résumé un passé sportif, un passé business. Ah, il y a la famille, vous avez oublié la famille. Ah, la famille, c'est ce que je me disais. Ah, parce qu'on a vu tout à l'heure une personne de la famille qui était là au début pour nous aider. Alors, que peut-on dire sur la famille? Eh bien, j'ai une épouse. On a fêté récemment les 43 ans de mariage. Ah, félicitations! Oui, c'est rare aujourd'hui. Hein. Et deux filles, Alexia et Florence. Et Alexia continue l'entreprise que j'avais démarrée en 1980. Et donc, nous sommes là dans les locaux de l'entreprise, dans la salle de réunion. Et puis, j'ai 5 petits-enfants. Ce matin encore, il y en avait un qui a 2 ans, depuis le mois d'août, qui était chez nous, qui vient tous les mardis. Et puis, bon, on a été chercher les journaux avec lui, il a acheté sa sucette. Enfin, bon, c'est tous des petits plaisirs de la vie avec les petits-enfants qui sont merveilleux. Ah, mais c'est magnifique. Et avec ces petits-enfants, est-ce qu'il y a un aspect de vous un aspect de vous que vous leur transmettez à vos petits-enfants quand vous êtes avec eux? Ah, écoutez, je crois que c'est le sourire permanent. Moi, je suis plutôt un homme optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc, j'essaye de leur transmettre ça. Et j'ai un petit-fils qui a 15 ans, donc le plus âgé des 5, qui est à un niveau très élevé en tennis. Il rentre de Cannes, là où il a suivi un stage. Il va y repartir peut-être pour un an. Donc, parce qu'il a été accepté, sélectionné pour pouvoir rentrer dans cette académie. Super. Et donc, de par mon poste passé sportif, quand ça va pas très bien, ben, je lui dis, il faut s'accrocher, il faut avoir de la volonté. Moi, je trouve que dans toute la vie, il faut avoir 3 principes: le courage, la volonté et la persévérance. Avec ça, vous pouvez abattre des montagnes. Et c'est un peu ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle et sportive. Et cette carrière professionnelle sportive a occupé une grande partie de votre vie. Bien sûr, bien sûr. Quelle a été la signification pour vous dans votre vie de faire partie de cet environnement sportif? Quel était le côté... oui, qu'est-ce que ça représentait d'en faire partie, en fait? Ben, ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, n'étant pas dans une famille fortunée, rouler en course automobile, c'est naturellement un sport très cher. Et donc, il faut arriver à surmonter les obstacles, comme je l'ai dit là tout de suite. Et la première chose, c'est que j'ai travaillé pratiquement jour et nuit pour me payer ma première voiture de course. Et donc, la volonté, la persévérance. Donc, ça a duré pratiquement un an où j'ai pu réunir les fonds tout en travaillant. Je gagnais ma vie, mais en travaillant les soirs et les week-ends, je ne dépensais pas d'argent, je ne sortais pas comme mes copains. Et donc, j'ai pu m'acheter ma première voiture avec laquelle j'étais champion de Belgique dans cette catégorie dès la première année, ce qui m'a permis d'avoir pour la seconde année un mécène qui m'a acheté une voiture et puis après des voitures qu'on m'a offertes. Donc, des usines qui fabriquaient les voitures et qui m'ont donné des volants à partir du moment où j'avais fait des résultats qui leur permettaient de croire que je pouvais amener leur voiture sur les podiums. Wow, mais il y a tout un parcours en fait. Hein. Ça m'amène à me demander quand est-ce qu'il y a eu la première graine? Est-ce que vous vous souvenez encore de la toute première graine dans votre tête de ce rêve en fait? Eh bien, c'était
assez paradoxal parce que ce n'était pas du tout mon rêve. Waouh! En fait, j'étais, et je suis toujours très sportif, puisque ce matin encore, j'ai fait mon jogging d'une demi-heure, et je le faisais déjà quand j'avais 12 ans, parce que mes parents habitaient à côté du stade, enfin de Forêt Nationale, qu'on connaît pour les concerts, mais il y a un stade à côté avec une piste d'athlétisme, et j'allais courir jusque-là, je faisais quelques tours, et je revenais dès ma plus jeune adolescence, donc c'était vraiment le sport qui me motivait. Je joue au football dans un club, je joue au football au collège Saint-Pierre où j'étais à Uccle. Je faisais de la gymnastique spéciale en plus des heures qu'on faisait à l'école. Enfin bref, tous les sports. Et j'ai à un moment donné eu un arrêt de croissance. J'avais de l'asthme à l'époque, donc qu'on soignait d'une manière, disons, pas comme aujourd'hui. Et donc, j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai eu un arrêt de croissance. À cause de cet arrêt de croissance, les médecins m'ont dit il faut arrêter tous les efforts physiques pour garder toute l'énergie pour la croissance. Et donc, j'ai dû arrêter tous les sports. Et là, c'était une catastrophe parce que j'étais vraiment désespéré. Là, c'est vrai que je voyais plutôt le verre à moitié vide à ce moment-là parce que je ne pouvais plus faire ce que j'aimais. Ouais. Et donc, j'ai, à ce moment-là, au collège Saint-Pierre, il fallait aller 2 fois par semaine à la messe. Donc, vous allez soit au collège, soit dans sa paroisse, où j'étais servant de messe. Et donc, j'avais pas 16 ans, mais je piquais le vélomoteur de mon frère pour aller à la messe. Et c'est comme ça que l'esprit de compétition est revenu vers les sports mécaniques. Et donc, la seule chose, je me suis dit, la moto, c'est trop dangereux, je ferai la voiture. Mais donc, c'est vraiment, s'il n'y avait pas eu cet arrêt de croissance, jamais je n'aurais touché un volant de course. Et j'ai donc, à l'époque, j'avais un voisin de classe sur le banc qui était passionné de voiture, et moi, je lui répondais, c'est pas un sport, ça c'est un sport assis, c'est pas des sportifs, enfin bon. Donc, je critiquais le sport automobile. Oui. N'ayant jamais été dans une voiture de course, où malgré tout, il faut une sacrée condition physique, étant donné les contraintes. Mais donc, c'est vraiment ce déclic, comme vous le dites, ou cette graine, elle est venue tardivement et indirectement. Donc, ce n'est pas vraiment une vocation au départ. Et aujourd'hui, est-ce que Willy est content de, comment dire, est-ce qu'avec recul, aujourd'hui, vous pouvez dire que ça a été finalement une belle porte ouverte, même si le verre était à moitié vide à ce moment? C'est-à-dire que je me suis rapidement reconcentré sur cet objectif de faire des courses automobiles. Donc, à nouveau, le verre à moitié plein dans une autre discipline, tout en continuant toutes les autres disciplines, puisqu'une fois que j'ai grandi de 18 cm en un an, et là, on m'a permis de refaire du sport, donc je suis remis à courir, à faire du vélo, enfin bon, donc j'ai repris les sports tout en... C'était aussi des sports qui me permettaient d'avoir une bonne condition physique pour le sport automobile. Mais ce qu'il y a avec le sport automobile, c'est que c'est vraiment une école de volonté et c'est une magnifique école. Bon, dans tous les sports, je pense que quand on va au bout et qu'on va vers des sommets, on est confronté à plein de choses qui vous rendent beaucoup plus mature, beaucoup plus tôt. Exemple, à 20 ans, vous devez rencontrer des PDG d'entreprises pour essayer de les convaincre de vous sponsorer, de vous donner un budget. Donc, ce sont tout de même, il faut préparer des dossiers pour ça. Donc, tout ça m'a appris beaucoup de choses, bien plus tôt. Et j'avais d'ailleurs dit, lorsque j'ai arrêté mes études à 17 ans, que lorsque mes amis sortiraient de l'université, je devais être cadre dans une entreprise. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Parce que le sport automobile m'a permis de rencontrer des PDG, et l'un d'eux, qui sponsorait une voiture qui roulait aux 24 heures de Francorchamps, m'avait invité à la conduire, était le PDG des éditions Marabout. Et donc, après la course, il m'a dit, voilà, je veux lancer la vente par correspondance, est-ce que ça ne t'intéresserait pas? Et voilà comment je suis rentré dans le domaine du marketing direct, en n'ayant aucune notion. Et il m'a fait confiance, c'était quand même une belle preuve de confiance qu'il a faite. Et bon, c'était, je pense, une réussite, puisque ensuite je suis passé chez Hachette avant de monter ma propre entreprise. Mais non, le sport automobile m'a amené à rencontrer le PDG des éditions Marabout, M. André Gérard, malheureusement décédé, mais qui était un homme fantastique. Et donc, par ce biais, j'ai trouvé une nouvelle profession, puisque j'étais à l'époque chez FINA,
qui a été racheté par Total, comme on sait. Fina étant la plus grosse entreprise belge à l'époque, et donc j'étais délégué commercial pour les produits pétroliers. Et donc c'était une grosse différence naturellement par rapport à l'édition et à la vente par correspondance. Mais là encore une fois, quand je vois les jeunes et tout, il faut de la volonté, il faut du courage, parce que ne connaissant rien du tout à la vente par correspondance, aujourd'hui on dit vente à distance bien entendu, puisque à l'époque ce n'était que par poste, les mailings et les colis. Et donc j'ai pris sur mes vacances une semaine pour aller aux éditions Robert Laffont à Paris, qui avait un département vente par correspondance. Et donc, j'ai été suivre un stage pour vraiment voir ce que c'était. Le patron de cette entreprise, donc de vente par correspondance, était un ancien champion de France de son hauteur. Donc, on a rapidement accroché, les atomes crochus existaient. Et donc, à la fin de cette semaine, j'ai dit à M. André Gérard, ben, OK, je prends le challenge et je quitte Fina pour venir chez vous, parce que chez Fina, les gens ne partaient pas, parce qu'on était vraiment très bien payés, voiture, essence, 13e, 14e mois, enfin bref, on était choyés, et habituellement, personne ne quittait cette société. Moi, je l'ai fait parce que j'avais d'autres ambitions que de rester pendant 10 ans délégué commercial avant d'éventuellement devenir chef de vente, et donc je voulais accélérer le processus. Voilà comment j'ai pu rentrer dans un domaine qui était à l'époque précurseur, puisqu'il y avait très peu d'entreprises. Et donc, j'ai rapidement aussi gravi les échelons au niveau professionnel, des associations professionnelles, etc. Waouh! Et quelle est la plus grande leçon de vie que j'hésite entre la course ou bien la partie entrepreneuriale. Quelle est la plus grande leçon de vie que la course vous a apprise? Ben, l'image s'est arrêtée, non, ça va, ça fonctionne. C'est bon? Mais écoutez, oui, c'est bon, mais ça s'est arrêté. Donc, naturellement, le sport automobile à l'époque était très dangereux. Donc, j'ai vu malheureusement des gens se tuer devant moi. J'ai des amis qui ont perdu la vie. Donc, quand vous faites une course de 24 heures, comme à Francorchamps, et que le jeudi suivant, vous allez à l'enterrement d'un de vos amis et collègues, c'est très dur. Donc, c'est une école de volonté extraordinaire. Bon, il y a naturellement des gens qui disent qu'on était complètement fous de rouler, parce qu'à l'époque, on n'arrêtait pas les courses. Moi, je me souviens de la première 24 heures que j'ai fait en 1969. J'ai vu pendant 5 tours qu'il y avait un pilote au bord de la piste qui était mort, et on levait le pied pendant 200 mètres sur les lieux de l'accident, et puis on repartait pour les 13 km 800 qui restaient sur le grand circuit de Francorchamps. Vous posez les questions, mais personne ne s'arrête. On pourrait dire non, c'est trop fou, on ne continue pas, on s'arrête parce que c'est de la folie de rouler dans des conditions pareilles avec des circuits très dangereux à l'époque. Et tout le monde continue. Donc, certains peut-être un peu moins vite, mais d'autres, au contraire, ça les renforce dans leur volonté d'encore faire mieux et d'être le plus rapide tout en restant sur la piste, bien entendu. Mais c'est vraiment une école de volonté parce qu'il faut vraiment mordre sur sa chic, comme on dit, pour continuer malgré les conditions. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio dans les voitures, donc on ne savait pas qui c'était. Aujourd'hui, on vous dit de suite, attention, à tel endroit, il y a un accident, il faut lever le pied, etc. Là, à l'époque, c'était les drapeaux jaunes qui nous indiquaient qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait absolument pas pendant 2 heures. C'était au tout début de mon volet. Pendant 2 heures, vous ne savez pas qui est mort au bord de piste, peut-être un ami. Et c'est très dur, quoi, parce que, première chose, quand vous descendez de la voiture, c'est qui, parce qu'on avait très bien vu qu'il était malheureusement définitivement condamné, quoi. Donc, volonté. Une école de volonté extraordinaire, parce qu'en plus, il n'y a pas que cet aspect-là, mais quand vous partez le vendredi soir après le boulot pour la Suède en voiture et que vous faites les essais le samedi, vous faites la course le dimanche et que le lundi matin vous êtes de retour au boulot à Bruxelles, tout seul, parce que
il faut encore trouver des gens qui veulent faire ce genre d'expédition. Ça ne court pas les rues. Et donc, moi, j'avais mon équipe qui était là-bas. C'était une équipe allemande à l'époque. Et moi, je les rejoignais, quoi. Alors, je me tapais le Danemark, la Suède, des choses pareilles, la Finlande, mais là, c'était en avion, c'était pas en voiture. Mais quand vous deviez aller prendre le bac pour traverser, pour arriver jusqu'en Suède, etc., il fallait aussi, avec les horaires, que ça fonctionne, quoi, hein, que vous soyez à l'heure au circuit pour faire les essais, quoi. Oui. Donc, c'était, ça aussi, c'était une école de volonté, parce qu'il fallait le vouloir, quoi. Hein, je suis parti comme ça le week-end en Autriche, en voiture, avec une remorque derrière, quand c'est moi qui tirais la voiture. Et bon, c'était des expéditions, quoi. Et bon, on en retire une satisfaction énorme lorsque le résultat est à la clé. Wow. Willy, vous avez évoqué tellement d'éléments, c'est pas des contraintes, mais je veux dire, vous avez parlé de volonté, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il faut le ticket, as-tu vraiment la volonté? Et ma question, c'est, à part cette volonté, quels sont les autres éléments qui ont fait que vous avez tenu le coup, que vous avez tenu avec tant d'enthousiasme, d'entrain jusqu'au bout? Ben, je pense que le sport vous aide beaucoup à ça, parce que lorsque vous faites un jogging le matin et que c'est un peu dur, ben, si vous continuez, c'est que vous avez cette volonté. Et donc, le sport m'a apporté ça aussi, je pense, cette persévérance et de ne pas lâcher. Et donc, le sport automobile m'a apporté la volonté, mais le sport tout court m'a amené cette persévérance à ne pas baisser les bras quand les choses vont moins bien. Et donc, j'ai des souvenirs comme ça où un jour, j'étais à Zandvoort en Hollande et mais la voiture ne marchait pas du tout. J'étais derrière, dernier ou à peu près. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici pour rouler pour être 20e ou 25e? Moi, c'est pas ça que je vise, quoi. Mais bon, le sport automobile, c'est un sport mécanique et donc vous êtes tributaire de la mécanique. Mais bon, c'était une péripétie. Et le soir même, j'étais devant une bonne table, un bon restaurant avec ma meilleure amie de l'époque et je passais à autre chose, quoi. Mais dans la voiture, là vraiment, je me posais des questions en me disant, mais c'est pas possible de rouler aussi loin dans le peloton, c'est pas mon habitude, mais c'était uniquement dû au moteur qui fonctionnait pas, quoi. Et donc, rapidement, on tourne la page et on voit déjà l'avenir plutôt que le passé. Ah. Très, très édifiant. Je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui. Ma prochaine question, j'ai remarqué que vous parlez souvent d'équipe. Vous avez parlé de votre équipe, là, quand on discutait aujourd'hui. Et en vous écoutant dans vos dernières vidéos, vous évoquez souvent votre équipe. Et ce qui est contradictoire, c'est que dans la voiture, vous êtes tout seul, en fait. Quelle est l'importance de l'équipe qu'avoir une équipe ait eu dans votre parcours, en fait? Sans une équipe autour de soi, on ne peut rien faire. Que ce soit les mécaniciens, que ce soit les constructeurs, les préparateurs. Et je pense que dans les entreprises, c'est pareil. Un PDG sans une équipe autour de lui ne peut pas faire grand-chose. Il doit pouvoir déléguer, il doit pouvoir avoir des gens en qui il peut avoir confiance. Et donc, l'équipe, c'est primordial. C'est que seul, à moins que vous soyez indépendant en travaillant seul, ça, naturellement, c'est un autre aspect. Mais sans une équipe, vous n'êtes rien. Et donc, il faut motiver cette équipe. Parce que quand vous êtes un pilote qui est suffisant et tape sur la voiture, moi, ça me sidère toujours. On voit des pilotes de Formule 1 qui abandonnent, qui ont un problème et qui jettent leur volant. Je trouvais que c'est des volants qui valent 100 000 euros. Et ils jettent le volant, donc c'est pratiquement jeter 100 000 euros sur le sol. Moi, je trouve ça inadmissible. On peut comprendre la déception et le dépit, mais il faut respecter le matériel et respecter l'équipe. Et donc, ça, moi, je condamne vivement. Ce sont des enfants gâtés et qui ne méritent pas qu'une équipe travaille pour eux quand ils ont des attitudes pareilles.
c'est mon opinion. Mais je pense que le directeur d'écurie, quand il voit un volant qui se détériore en le jetant comme ça sur le bord de la piste, ça ne doit pas lui plaire non plus. Donc, l'équipe, il faut vraiment les côtoyer, les cajoler. Moi, je me souviens, pour l'équipe allemande, j'allais chercher un bac de bière quand il devait travailler toute la nuit. Et pour qu'ils puissent se ravitailler pendant la nuit, c'est des petits détails, mais pour eux, ça leur faisait plaisir et ils étaient plus encouragés à continuer parce qu'ils avaient un pilote qui pensait à eux. Hein, c'est très facile de dire, bon, ben, ok, bonne nuit, moi je vais dormir et demain ça va aller, mais il faut les encourager, rester avec eux. Des grands champions comme Michael Schumacher, comme Hamilton, ils restent tard avec les mécaniciens le soir parce que si l'équipe se dévoue corps et âme pour eux, ils les remercient de cette manière. Mais c'est aussi une manière qu'ils se dévouent corps et âme parce que vous êtes à côté d'eux, vous les encouragez. Et donc, ça motive des deux côtés, tant le pilote pour les efforts qu'ils font, que l'équipe pour voir que le pilote est là pour les soutenir. Et je pense que c'est la même chose dans les affaires des équipes. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maison dans le midi de la France à une époque. Et j'avais proposé au personnel de pouvoir en disposer 15 jours par an ou une semaine, enfin, comme ils le souhaitaient, pour les remercier. Tout simplement, si j'avais pu me la payer, c'est en partie grâce à eux, parce qu'ils travaillaient pour moi. Et si on avait du succès, ben, c'était en partie grâce à eux. Et donc, je pense que c'est pas très courant, ce genre de proposition. Et ça plaisait assez. Wow. Se remercier les autres. Et donc, ça me pousse à me poser la question. Comment est-ce que vous avez pu, Willy, vous remercier et vous motiver quand il n'y avait personne pour le faire autour de vous? Je pose cette question notamment par rapport à la société un peu dans laquelle nous sommes, où on a cette culture du fan, des likes. Parce que voilà, il y en a qui démarrent et qui se disent « Oh, mais j'ai pas de like, il n'y a personne qui m'aime, etc. » Mais où est-ce que vous avez pu puiser vos likes, votre motivation pour continuer à foncer sans qu'il y ait personne qui applaudisse? Oui, mais je pense que mon épouse a beaucoup d'importance parce qu'elle m'a toujours soutenu. Alors, je travaillais beaucoup, donc je rentrais à la maison, je dînais et puis je me remettais au travail à mon bureau, quoi. En fait, je faisais le commercial la journée, l'administratif le soir. Et donc, c'était comme ça en permanence. Et le week-end, ben, c'était le sport. Donc, je n'étais pas très souvent à la maison. Elle me le dit encore. De temps en temps, elle se plaint. Elle dit, ouais, mais toi, tu n'es jamais là. Mais d'un autre côté, il faut une épouse qui accepte de... Et bonjour à elle. Hein. Comment? Oui. Bonjour à elle si elle nous écoute. Que vous soyez par monde et par vous en permanence, parce que c'est ma manière de vivre. Je n'arrête jamais, je suis toujours occupé, il y a toujours des choses à faire, que ce soit pour des œuvres caritatives, comme maintenant. Cet après-midi, je vais porter un sac de vêtements à une amie qui a une très belle association, Nativitas dans la rue Haute, etc., etc. Enfin, donc, je pense qu'il y a toujours moyen de faire du bien pour les autres, et c'est un bel motif aussi. Mais je pense que c'est le caractère et comme je l'ai dit, le verre à moitié plein. Donc, à partir du moment où vous faites tous les efforts, il n'y a rien à faire, la réussite suit. Et donc, il faut forcer les choses. Moi, je joue aux jeunes aussi, que je reçois parfois. Il faut de la volonté, il faut tout ça. Il y a la chance, effectivement, mais la chance, elle passe pour tout le monde. Il faut simplement se baisser quand elle passe. Faire l'effort de se baisser. Bon, c'est une image, bien entendu, mais je me souviens, si j'ai pu me payer, enfin, ou plutôt, qu'on m'a payé une deuxième voiture, c'est parce que j'ai aidé un monsieur à monter ses roues sur sa voiture de course et qui s'est pris en sympathie pour moi. Et puis qui m'a suivi, qui a vu que je faisais des résultats et qui s'est dit, il mérite d'être aidé. Mais si je lui monte pas ses roues, en lui de dire, monsieur, je peux vous aider, ben, je ne fais jamais de deuxième saison. J'ai un an, je savais financer la première année, mais pas la seconde. Et donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Marabout. Je ne vais pas plus dire, non, moi je suis dans un cocon chez Fina,
je ne travaille pas trop puisque je faisais les courses en parallèle et qu'ils étaient sponsors, donc je pouvais compatir les deux. Et ben, j'ai quand même quitté FINA pour le challenge marabout qui était risqué. Ça pouvait ne pas fonctionner et je me retrouvais sur le marché du travail. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tellement de difficultés à trouver du travail. Hein, il y avait 25 000 chômeurs à l'époque, donc c'est bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais n'empêche que j'ai pris ce risque et je crois que le sport aussi automobile, où on prend des risques, m'a permis de prendre des risques dans la vie courante et dans les affaires. Parce que c'est une école de vie et ça vous apprend, ça vous donne un caractère qui fait que vous n'êtes pas comme les autres. Willy, ma prochaine question, vous avez beaucoup parlé de... J'ai vraiment l'impression que le côté générosité est important chez vous. Et c'est quelque chose que j'ai observé chez vous. Vous êtes quelqu'un de très, très généreux. Et vous avez évoqué une histoire où vous avez aidé une personne par votre générosité. Cela a mené à autre chose. Quelle est l'importance de cette générosité? Et je pose la question parce que quelquefois, on peut avoir l'impression que être trop gentil, c'est une faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, non, je ne suis pas d'accord du tout. Bon, il y a une maxime qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et je pense que si on donne, on reçoit en retour. Et donc, je crois que c'est le principe, c'est que si vous êtes généreux, si vous êtes gentil avec votre personnel, ben, il vous le rendra. Si vous êtes dur, que vous êtes autoritaire et pas sympa, ben, ils font leur boulot et puis à 5 heures, ils seront partis. Au revoir et merci, j'ai fait mon boulot. Et donc, si il y a une équipe et une osmose et une bonne entente, ben, on obtient beaucoup plus des gens et ils seront beaucoup plus prêts à faire des heures supplémentaires si nécessaire parce que le patron en vaut la peine et qu'il vous récompense en retour. Donc, je crois que la générosité, ben, c'est la nature humaine. Je crois que c'est indispensable parce que, bon, on voit bien aujourd'hui les transferts sud-nord. Bon, effectivement, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais il y a quand même à ouvrir les bras parce que on vit bien quand même chez nous. On ne peut pas dire qu'on soit, quand on voit que les gens n'ont pas de quoi manger tous les jours, dans d'autres pays, c'est pas normal. Et donc, il faut pouvoir donner un peu pour ces gens-là. Et d'ailleurs, bon, je suis donateur de pas mal d'associations. Et pour la recherche contre le cancer, c'est un autre fléau de notre époque. Et c'est aussi ben, la générosité qui m'a permis de rencontrer plein de gens formidables. Et vous les avez rencontrés aussi, puisque vous êtes venus plusieurs reprises au rallye. C'est comme ça que vous m'avez connu, d'ailleurs. Tout à fait, à travers la générosité, votre générosité. C'est pour ça que nous sommes là. Super, merci Willy. Willy, j'ai une dernière question avant qu'on termine cette conversation. Je la ferai pendant toute la journée, moi, mais j'ai une dernière question. Parce que, alors, la question, c'est si vous aviez Willy Braillard à 10 ans en face de vous, que lui diriez-vous? Bah, vite à vie, suite tes rêves, oui, effectivement. Bon, vous m'avez parlé de rêve au début, c'était pas un rêve de faire du sport automobile, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire et tout ce qui en a découlé. Mais sincèrement, je crois que les parents qui veulent mettre un canal pour leurs enfants pour dire fais ceci, fais cela, c'est sûr qu'un médecin, ben, il rêve peut-être que son fils soit médecin, un avocat ou un magistrat, pareil, qu'il aille faire du droit. Mais parfois, ce n'est pas leur vocation et ce n'est pas leur souhait. Bon, il y a certainement un âge où on ne sait pas très bien vers où aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je me souviens quand il y avait des orientations professionnelles, quand, je ne sais pas, moi j'avais peut-être
10 ans, enfin c'était beaucoup trop tôt. Ma réponse avait été, paraît-il, de mes parents qui m'ont rapporté, curé ou patron. D'accord. Parce que le curé de notre paroisse, il avait un scooter et il nous prenait parfois et je trouvais ça très gai. Donc, c'était pas très sérieux. Pas très sérieux. Mais patron, ça voulait dire, bon, mon papa était un délégué commercial, il était un homme travailleur qui avait beaucoup de réussite dans son métier, mais il avait un patron. Et moi, je voulais être ce patron et pas être l'employé. Et finalement, j'ai monté ma propre entreprise et je suis le patron, enfin d'une petite PME, mais c'est fou. Quoi. Et ça, c'était, à mon avis, vers 10 ans que j'ai répondu ça. Quoi. Donc, ouais. Ce serait une belle conversation entre Willy d'aujourd'hui et Willy de 10 ans. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y avait quand même quelque chose où je voulais être au-dessus de la majorité des gens et de ne pas être un mouton comme les autres. Quoi. Et à l'école, c'était pas terrible. J'ai pas fait des grands résultats. Mais à 17 ans, je savais quand même que quand je quittais l'école, parce qu'on m'a renvoyé, hein, j'étais pas très discipliné. Et mon papa m'a dit, mais écoute, c'était au mois de mai, je crois. En septembre, tu reprends l'école. Et mais tu ne vas pas rester inactif jusqu'à septembre. Donc, j'étais travaillé. Et j'ai vendu des machines à écrire. Et ces machines à écrire, c'était sur mon vélomoteur, ça faisait du poids à l'arrière, il fallait vite les liquider. Quoi. Donc, je trouvais une jolie secrétaire, je dis, ben, essayez la machine, et puis vous essayez de persuader votre patron de vous l'acheter. Et c'est amusant parce que des années plus tard, j'ai demandé à André Gérard, le PDG de Marabout, pourquoi il avait pensé à moi. Et il me dit, ah, mais tu m'as raconté un jour une anecdote que tu vendais des machines à écrire et que dans les virages, cette machine faisait trop de poids sur ton vélomoteur et qu'il fallait vite la liquider. Et donc, je me suis dit que ça, c'était vraiment quelqu'un qui avait de la volonté, de la débrouillardise. C'est marrant, c'est cette anecdote qui a déterminé pour me proposer le poste. C'est amusant, quoi. Amusant. Mais donc, j'ai vendu une machine à écrire et puis en septembre, je n'ai pas réintégré l'école. J'ai fait mon service militaire et puis je suis rentré chez FINA. Donc, à la sortie du service militaire, annonce dans la presse, bon, je postule et je suis arrivé chez FINA, qui était quand même une grosse boîte, en disant, j'ai pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de moi. Et donc, parce qu'il n'y avait aucun délégué commercial de moins de 30 ans, et moi j'avais 20 ou 21 ans, oui, 20 ans, et ils ont été estomaqués, je pense, par mon culot et par j'étais à l'aise devant eux parce que dans mon esprit, c'était eux qui avaient besoin de moi et pas moi pour besoin d'eux. Et donc, j'étais engagé, j'avais 10 ans de moins que le plus âgé que le plus jeune des délégués autour de moi. Quoi, hein. Donc, mais ils se sont dit, pourquoi pas, on va essayer un jeune, on verra bien ce que ça donne. Quoi. Et puis, je suis devenu une des figures à partir du moment où je les ai entraînés à me sponsorer. Et donc, ça a été jusqu'à la Formule 2, où ils étaient sponsors de John Surtees, l'ancien champion du monde auto et moto. C'est le seul au monde qui avait cumulé les deux titres. Et c'est FINA qui m'a financé pour le faire. Donc, c'est vrai qu'en ayant débuté à 20 ans comme plus jeune délégué, et finalement, ils ont utilisé mes compétitions automobiles pour promouvoir leurs produits. Quoi. Donc, bah, sont toutes des belles histoires. Hein. Moi, je n'ai que des belles histoires à raconter. Hein. Waouh. Willy, est-ce que j'ai droit à une dernière petite question? Bien sûr, bien sûr. Avec ce que vous avez dit, ça me pousse à poser une autre question, en fait. L'importance de partager ces histoires. Alors, pour certaines personnes, ce n'est pas évident, en fait, de partager leur histoire, de s'ouvrir, les petites anecdotes et tout ça. Et je sais que dès le moment où je vous ai rencontré, nos conversations, c'était autour de ces anecdotes, de vos histoires. Comment est-ce qu'on s'ouvre dans un monde où on peut se sentir un peu,
ou trouver de la confiance, en fait. C'est difficile de s'ouvrir quelquefois. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous osez partager comme ça? Oh, je crois que c'est une question de caractère, Oui. mais c'est vrai que, bon, la générosité fait partie de cette ouverture. Mm. Et donc, je pense que c'est aussi une forme d'éducation. Hein. Mm. L'éducation vous aide aussi. Willy, ma prochaine question, en fait, concerne l'esprit de compétition. Euh, Par rapport à votre histoire, que ce soit le côté sportif ou le côté entrepreneurial, et par rapport à vos hobbies aussi, je comprends que le côté compétition, mais avec vous-même, est hyper important. Et je me souviens que vous aviez dit, vous faites pas juste des balades comme ça en vélo, c'est vraiment faire du vélo, regarder son temps, est-ce qu'on s'est amélioré, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de cet esprit de compétition que vous avez? Je crois que c'est une question de nature. Je suis né comme ça. Mon papa a fait un peu de sport, mais pas au haut niveau. Peut-être qu'il a transmis ce qu'il aurait voulu faire à ses enfants, ça c'est possible. Mon frère était plus doué en football que moi, mais moi j'ai persévéré et finalement j'étais meilleur parce que j'avais cette volonté. Et, mais bon, si à 10 ans j'allais courir autour du stade de la Forestoise, à côté de Forêt Nationale, il n'y a personne qui m'y obligeait, il n'y a personne qui me demandait. Au contraire, je me levais plus tôt que mes parents pour aller courir et attendre à l'école, bien entendu. Il fallait Courir tout respecter les seul. horaires. Comment? Vous couriez tout seul à ce moment. Il n'y avait personne. Seul. Ce n'était pas une compétition par rapport à quelqu'un d'autre. Non, Par rapport non, à vous. absolument, absolument. Donc c'était une seconde nature, c'était le sport et la compétition. Et donc, en essayant d'être le meilleur, bien entendu. Et j'ai même pris des chronos sur la piste. Hein, et je voyais que je devais progresser pour arriver à être dans les bons athlètes. Enfin, c'est anecdotique, mais et cet esprit ne m'a jamais quitté. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en vélo, il y a un système qui s'appelle Strava. Et donc, vous mettez en route quand vous partez de chez vous et ça enregistre tout le parcours. Et à chaque côte ou à chaque bout droit, il y a des chronos et vous pouvez comparer à d'autres. Et donc, j'essaye d'avoir aujourd'hui les meilleurs temps dans les plus de 70 ans. Wow. Alors que c'est rien de mis, c'est purement honorifique, mais ça, c'est l'esprit de compétition qu'on a en soi. Oui. Et donc, on essaye de toujours faire mieux. Quoi. Et donc, même à 74 ans, ça ne m'a pas quitté. Quelle est l'importance de cette amélioration permanente pour vous? Bon, je crois que d'abord, le sport est sain pour le corps et l'esprit. Oui. Et donc, c'est la première raison pour laquelle je fais du sport de manière intensive. C'est parce que on voit bien que tous les gens qui font beaucoup de sport ont beaucoup moins de risques de Covid, par exemple, aujourd'hui. Et il y a de risques cardiovasculaires, de diabète, etc., etc. Donc, j'aime bien le sport, mais sur le plan de la santé, c'est certainement très bon aussi. Peut-être qu'à mon âge, je devrais un petit peu freiner mon enthousiasme, mais c'est difficile. Mais j'ai un plaisir simplement à me comparer, à avoir ces chronos qui me permettent de me dire que je suis toujours dans le coup et que, bon, donc je crois que c'est une seconde nature et que ça aide. Mais d'un autre côté, je crois que c'est bon pour la santé d'être actif et je ne crois pas que mon cholestérol soit très élevé du fait de tous ces sports parce que c'est sûr que ça aide au niveau de la santé, quoi, parce que je suis normal, je mange, je suis un épicurien, j'aime beaucoup la bonne chair et je reprends plutôt 2 fois le plat qu'une et tout ça j'élimine par le sport, quoi. Donc je vis bien, je profite et en même temps je ne prends pas de poids. Et donc je suis un privilégié, mais je l'aide un peu en faisant du sport comme je le fais. Et vous pensez que cette amélioration constante de soi,
c'est quelque chose que vous appliquez pas seulement au sport, finalement? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que dans l'esprit professionnel, cet esprit de compétition existait aussi. Et donc, non, il y avait toujours de progresser. Bon, par exemple, dans notre métier, au niveau des catalogues, de tous les fichiers que je présentais sur le marché, nous avons été les premiers en Europe à avoir un site interactif. Au moment où Internet débutait, tout le monde n'était pas raccordé à l'époque, donc ça remonte, je ne sais plus à quelle année. Mais voilà, on était les premiers à avoir un site interactif. Et que bien entendu, tous les confrères et concurrents ont eu ultérieurement, quoi. Mais on était les précurseurs. Et donc, du papier, on est passé directement à Internet, alors que tout le monde n'était pas raccordé. Mais probablement, j'avais compris que ce serait le cas dans les années qui suivaient. Et bien entendu, tout le monde allait sur notre site, on a besoin d'adresse, boum, Braillard, et on trouvait tout ce qu'on voulait dans toutes les catégories possibles. Donc, ça existe toujours, hein, le site. Il a été remanié par ma fille, bien entendu. Il l'a un peu modernisé. Mais voilà, c'est un exemple. Mais c'est aussi de la compétition d'être le premier dans le business également. Willy, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui dans ces conversations. Je suis heureuse que vous ayez pris le temps de faire partie des conversations et de partager non seulement avec moi durant ces derniers mois, mais aussi aujourd'hui avec tous ceux qui nous regardent. Willy, merci. Une dernière petite chose peut-être. Oui, allez-y. Une des maximes que j'ai toujours retenues, c'était Gandhi qui a dit « Vis comme si tu allais mourir demain, apprends comme si tu allais vivre toujours. » Et je trouve que je mets en pratique cette maxime. Wow. Quelle belle clôture. En fait. Ça dit tout pour la suite. Merci beaucoup, Willy.